Bombardement sur bombardement, Israël multiplie les attaques sur le Liban. Des frappes aériennes à grande échelle ont également visé Téhéran ce matin. En face, l'Iran résiste et étend ses représailles à travers le Moyen-Orient. Les gens, au début, ils étaient vraiment contents. Ils ont pensé que ça serait rapide, 1 ou 2 jours, et qu'on fêterait la démocratie rapidement. Oui, bah les gens sont débiles, pardon, les gens sont débiles. Enfin non mais pardon, mais désolé quoi, genre je veux dire bon. Alors déjà d'une, il y avait des Iraniens qui étaient en mode oulala, on sait que ça va mal finir. Genre oh là là, oui c'est vrai que c'est vrai qu'on a applaudi et on a ri, on a dit que c'était génial, mais c'est vrai que maintenant ils continuent de bombarder. Du coup en fait on commence à s'inquiéter. Ah bon? Et petit à petit, on se rend compte qu'il y a des civils qui meurent. T'es sérieux, genre sur place tu penses t'as forcément du recul? Non mais je suis d'accord en fait. C'est ce que j'avais dit dans mon stream sur le début de la guerre, sur le début des bombardements, etc. Où notamment il y avait une partie du VU qui en parlait, où tu voyais les gens en liesse dans les rues, etc., etc. Leur émotion était sincère. Je pense que certaines personnes étaient sincères en se disant que c'est bon, c'est la démocratie, parce qu'ils sont tellement à bout qu'ils ont plus le recul, qu'ils n'ont plus la capacité, la possibilité d'avoir ce recul-là. Parce qu'en fait, avoir ce recul-là, c'est se rappeler que leurs conditions de vie ont peu de chances de s'améliorer et c'est se laisser aller au désespoir. Donc bien évidemment que, en fait, c'est pas qu'ils sont bêtes, évidemment. C'est vital pour eux de ne pas avoir du recul là-dessus. C'est de l'ordre de l'espoir en le fait que demain, le monde ira mieux, tu vois. Et que bah, si tu peux identifier ça dans une bombe, c'est pour ne pas voir demain toi-même, l'image de toi-même mourir sous les bombes. Mais c'était évident. Mais par contre, pour le coup, la négociation... Pardon, j'étais en train de lire le message du Greg en même temps. Par contre, la responsabilité des Occidentaux, c'est justement de ne pas se laisser complètement gaslight et de ne pas, de ne pas reprendre... c'est d'avoir le recul que ces gens-là ne peuvent pas avoir forcément, tu vois. C'est d'avoir ce recul-là pour eux, d'avoir cette capacité d'analyser froidement les choses, parce que justement, parce que nous, on n'est pas face à la menace existentielle de se faire bombarder, et on n'est pas face à la répression d'État quotidienne qui a étouffé toute notre vie quotidienne, tu vois. Donc, tu as un truc où c'est aussi nos médias qui sont stupides, qui entretiennent une illusion de propagande de guerre, quoi. J'entends plus un narratif journalistique là-dedans, pas sûr que les gens soient tous dans ce mood-là. Oui, aussi. En vrai, c'est divers. T'as des gens, et enfin, après, moi, sur mon TikTok, t'as beaucoup aussi, j'ai pas mal d'Iraniens qui vivent à l'étranger, voire même qui sont en exil. J'ai pas mal de gens qui commentent un petit peu la situation, qui justement donnent une analyse un peu plus froide, un peu plus reculée par rapport à ça, et qui eux-mêmes interagissent avec leur famille qui est encore en Iran et qui n'est pas dupe non plus de tout ça, tu vois. Donc il y a des trucs les images aussi sont sélectionnées, mais ça veut pas dire que les gens n'ont pas fait la fête. Enfin, en tout cas, que des gens n'ont pas fait la fête, quoi. Ce que tu vois le plus à la télé, en tout cas, genre BFM et tout, c'est vraiment des Iraniennes, des Iraniens qui se sont fait virer après le renversement du Shah. Et quand tu les écoutes, ils font que taper sur la gauche, la France Insoumise en particulier, avoir des positions pro-israéliennes et pro-américaines sur les médias dominants. En tout cas, il n'y a pas d'autres paroles. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, les médias français, il y avait un article d'Acrimed là-dessus qui analyse un petit peu toute la propagande pro-monarchie qui est en train de se dérouler en ce moment dans les médias français. Et oui, clairement. Ce bruit, c'est celui d'un drone iranien qui vient de frapper le consulat des États-Unis à Dubaï. We love Dubai. We feel safe here. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. C'est fascinant, Dubaï. Vous savez, il y avait eu tout le truc où les influenceurs étaient en mode oh mon Dieu, on se fait bombarder, oh mon Dieu, on a peur, oh mon Dieu, achetez mes pilules pour avoir une peau douce, s'il vous plaît, etc. Enfin bref, tous les trucs Maëva Guénam, ils sont tous pris un retour de bâton du gouvernement de Dubaï, parce qu'évidemment, du gouvernement de Dubaï, du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Mais du coup aussi, je pense, de la ville de Dubaï, etc. Parce qu'il y a un enjeu touristique à ne surtout pas dramatiser le truc, et notamment pour les Émiratis de contrôler l'information. Hein. Je pense que les influenceurs, ils se sont rappelés qu'ils n'étaient pas en démocratie dans ce pays, quoi, qu'il n'y avait pas particulièrement de liberté d'expression ni de liberté d'information aux Émirats Arabes Unis. Oups. Et du coup, ils se sont tous tapés dessus, ils ont tous refait des stories en mode Dubaï, c'est hyper safe. On aime Dubaï, s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas chez nous parce qu'il y a le fisc qui nous attend à la maison. Genre, bref. Il est interdit de diffuser des rumeurs, de fausses informations ou tout contenu qui contredit les annonces officielles. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales, notamment à des peines d'emprisonnement et à des amendes d'au moins 200 000 dirhams. Bref, et donc en effet, du coup, sur les influenceurs et les influenceuses de Dubaï, du coup, ils ont très vite rétro-pédalé parce qu'ils se sont fait engueuler par la police de Dubaï qui était en mode attention, genre, ne croyez pas que vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux, quoi. Un monde qui devient de plus en plus polarisé, de plus en plus chaotique aussi. J'ai envie de vous demander où est-ce qu'on peut partir en vacances prochainement ?
Oh là là, ouin ouin, le tourisme, une industrie fragile dans le chaos du monde. Bah tant mieux, le tourisme c'est en train de baiser la planète. Au pire, tu vas en France, hein. Il y a des très beaux paysages. Au secours. World War III just happened, but my Polymarket bet just hit. Let's go! Ah oui, ça c'est une folie, les trucs Polymarket. Je sais pas si vous avez vu, vous savez, il y a une plateforme qui fait de plus en plus parler d'elle parce que c'est turbo dystopique. Une plateforme qui s'appelle Polymarket qui permet de parier sur n'importe quoi, et notamment des trucs politiques. Et là, tu as eu des paris qui se sont ouverts sur Polymarket, de comptes qui venaient tout juste d'être créés, qui pariaient sur la date du jour où l'Iran serait bombardé. Et du coup, il commençait à avoir beaucoup de soupçons, c'est même plus des soupçons à ce stade, que des gens qui sont dans des postes décisionnaires dans la défense états-unienne, etc., se font de la thune sur le fait qu'ils savent très bien quand l'état-major a prévu de faire la guerre. Et donc, en plus de ça, ils en profitent pour faire des paris sur Polymarket et faire de la thune. T'as vraiment le mélange de délit d'initié, de paris d'argent, t'as vraiment toute la corruption dystopique sur Polymarket. Oui, notamment le fils de Trump. Notamment le fils de Trump qui a fait des paris comme ça sur Polymarket, etc. Le même mec qui avait parié sur Maduro avait parié sur l'Iran. Ouais, c'est ça. Et donc t'es un peu en mode, c'est un peu terrifiant, quoi. Donc vous faites la guerre, en plus vous faites de la thune à côté parce que vous avez fait un pari, que vous avez spéculé sur la guerre, quoi. Polymarket a créé un marché qui permettrait de monétiser une attaque nucléaire alors que les inquiétudes grandissent quant à l'existence de paris entre initiés gouvernementaux, donc de délits d'initiés dans les paris, capables de prendre des décisions militaires. En gros, que des gens qui puissent prendre des décisions militaires fassent eux-mêmes des paris, et du coup tu vois commencer à arriver des paris sur quand est-ce qu'on va avoir une détonation de bombes nucléaires, quoi. Probablement initiés par des gens qui ont des capacités décisionnaires ou exécutives sur des bombardements nucléaires, quoi. Genre c'est vraiment... Une torpille américaine frappe de plein fouet une frégate iranienne. En une fraction de seconde, la coque est littéralement soulevée, brisée. En eau internationale. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement rien à foutre qu'ils ont diffusé partout les vidéos de eux qui font un crime de guerre international, où ils explosent un navire iranien qui est en eau internationale, ils l'explosent et ils disent « Regardez, on est trop forts, on est les meilleurs, on a pété leur navire alors qu'il était en eau internationale et que c'est interdit de frapper... » Le droit international n'a plus aucune valeur. Bon, s'il en a jamais eu une seule. Hein. Neuchâtel, quand Rima en parlait, on défendait beaucoup le droit international. Mais bien sûr, parce que le droit international, c'est un domaine de lutte. C'est pas quelque chose qui existe et en lequel on peut faire confiance aveuglément. C'est quelque chose qu'il faut investir, lutter pour et créer des rapports de force pour le faire appliquer. Donc dans ce sens-là, bien évidemment que le droit international a de l'importance. Mais par contre, oui, faut pas non plus se voiler la face sur la croyance des pays occidentaux en la toute-puissance du droit, quoi. Et quand Rima Hassan, elle en parlait, c'était comme un terrain de lutte. Bref. Imaginez que l'Iran est une équipe de foot dont les 20 premiers joueurs ont été assassinés. Et maintenant, il y a les joueurs remplaçants qui sont là, mais ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire, quelle tactique adopter. Ah, ok, j'ai capté. Oui, non, en gros, c'est, vu qu'on a décapité ceux qui étaient un peu à la tête du bail, ils sont remplacés, ok, par d'autres gens, le régime ne s'est pas effondré, mais ils sont remplacés par des bozos qui savent pas ce qu'ils font, du coup, c'est nous qu'on gagne dans cette situation, quoi. Globalement, c'est ça. Oui, c'est ça, poulet sans tête, etc. Oui et non. En gros, il y a plusieurs... Je sais pas si est-ce que j'en parle? Non, je vais attendre quand même que ça décante. Parce que je sais pas si vous avez vu, genre il y a eu des informations. Alors bon, faites attention, hein, parce que encore une fois, à ce stade de la guerre, les informations c'est de la propagande avant tout. C'est pas forcément des informations fiables, mais un truc en mode, il y a des bombardements qui ont été concentrés sur les frontières de l'Iran, notamment là où il y a les populations kurdes, pour faciliter une invasion kurde, pour détruire l'Iran, etc., etc. Il y a de plus en plus des discours de politique internationale qui sous-entendent que l'Iran va basculer dans une guerre civile. Et en effet, c'est vrai que le scénario de la guerre civile, ce serait le scénario le plus désastreux en fait pour l'Iran, parce que les conflits ethniques sont très 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 tendus et sont pas plus, et comment dire, et ça va pas mieux sous la monarchie que sous la République islamique, quoi, globalement. Oui, il y a aussi les Baloutches. Globalement, c'est les minorités en fait qui sont le plus visées. C'est les Kurdes, les Baloutches et les Arabes, qui sont un petit peu les trois minorités en fait en Iran, les minorités ethniques en Iran, qui sont le plus visées et agitées par les agitateurs étrangers pour pousser à une guerre civile. Les Kurdes principalement parce que c'est les plus disciplinés, les plus armés. Les Arabes parce qu'il y a une possibilité de meilleur soutien international, notamment des autres pays arabes qui sont hostiles à l'Iran. Je pense notamment encore une fois aux Émirats arabes unis qui sont dans une compétition sur le pétrole notamment. Et en fait, c'est le pari
des États-Unis, et notamment le pari d'Israël, de faire déborder au maximum, de créer ce spillover régional au maximum pour justifier en retour encore plus un écrasement total de la région, une mise totale sous tutelle des capacités stratégiques, économiques, etc. de la région, etc. Par contre, j'ai vu un article qui disait que vu comment c'est grand et montagneux l'Iran, ça pourrait très longtemps se transformer en nouveau Vietnam si les Américains envoyaient des gens au sol. Oui, mais c'est pour ça qu'ils parient sur le fait d'attiser les tensions ethniques et les tensions de guerre civile. Parce qu'ils savent que, évidemment, que s'ils y vont, que s'ils font une invasion au sol, ils vont s'enliser comme ils sont enlisés en Afghanistan, comme ils sont enlisés en Irak. Ça va être une guerre d'enlisement, parce qu'il n'y a pas de but militaire en fait. Il n'y a pas d'objectif stratégique militaire précis, et c'est pas des guerres que tu gagnes comme ça, etc. Et c'est un terrain qui est complexe, et donc c'est pour ça qu'ils parient davantage sur le fait d'attiser ce genre de guerre civile. Azadid Pedash, qui a écrit Les damnés de la Terre, dit que c'est faux, les Kurdes ne veulent pas. Oui, mais c'est pas, en effet, ce n'est pas du tout la stratégie des Kurdes en Iran. Mais c'est pour ça que, encore une fois, à ce stade, ce genre d'information, c'est de la propagande, c'est de l'agitation propagande pour pousser justement à la faute. Mais c'est comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a parlé de Macron, il a annoncé qu'il avait dépêché le porte-avions, du coup je me en parlais, c'est terrible, qu'il avait dépêché le porte-avions Charles de Gaulle pour protéger Chypre. Chypre qui aurait été attaqué, par exemple les bases militaires à Chypre qui auraient été visées par des tirs iraniens. Et on a commencé à avoir des rapports de journalistes qui commençaient à dire en fait, c'est pas un missile iranien. Et du coup, on ne sait pas qui a balancé ce missile. Au hasard, peut-être Israël. Et il y a une stratégie aussi active d'Israël de bombarder un petit peu partout en faisant passer ça pour des frappes iraniennes pour justement entretenir et susciter une réponse de l'entièreté des puissances occidentales qui viendraient écraser totalement et faire déborder la situation et la rendre définitivement ingérable pour l'Iran. S'assurer que l'Iran ne se relève jamais de cette guerre, que ce soit sous le régime de la République islamique, que ce soit sous le régime de la monarchie, que ce soit sur n'importe quel régime en fait. T'es sûr de la théorie du false flag ? En tout cas, encore une fois, on est dans le brouillard de la guerre, on est dans un brouillard militaire. Ce serait pas la première fois que ce genre de méthode soit utilisé. Mais encore une fois, il y a eu information et contre-information. Il y a eu information aux frappes iraniennes, contre-information, ça venait pas de l'Iran, mais non complétée de l'information de on sait pas d'où vient ce missile. Donc c'est pour ça qu'à ce stade, encore une fois, c'est le brouillard de la guerre. Faites très 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 gaffe aux informations. Encore une fois, quand je vous dis des trucs, il s'est passé ça et c'est soupçonné de. Encore une fois, le brouillard de la guerre fait partie de la propagande de guerre, fait partie de ce qui est utilisé pour entretenir l'escalade militaire. Mais en tout cas, on n'est pas à l'abri de ce genre de méthode pour envenimer et pour pousser à une réponse très large, en tout cas à un engagement très large de l'entièreté de l'Europe. C'est pour ça que le discours de Macron qu'on avait commenté sur Zawaprod, le best-of est disponible sur la chaîne Zawaprod avec Raz. Le discours de Macron, c'était exactement ça. C'était Macron, maintenant, il veut se placer, quitte à ce que l'Europe rentre dans la guerre, il veut se placer comme le chef de l'Europe. Et c'est un petit peu son truc. Voilà quoi. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, qui l'a raconté lundi soir, ça fait polémique aux États-Unis depuis, à des parlementaires assermentés. Il a dit, ce sont les Israéliens qui ont décidé, et nous savions que si les Israéliens bombardaient l'Iran, tous les intérêts américains dans la région seraient bombardés par les Iraniens, et donc nous avons anticipé la réponse des Iraniens en nous alliant aux Israéliens. Oui, et ça, tu vois, typiquement ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit Marco Rubio ? Il a dit on a attaqué l'Iran parce qu'il risquait de attaquer en légitime défense s'il se faisait attaquer. C'est une dinguerie, faut vraiment que je vous montre la dinguerie qu'il a dit Marco Rubio, ça c'est vraiment une folie de chez folie. La justification des États-Unis pour avoir bombardé l'Iran, donc pour avoir lancé des bombardements illégaux sur l'Iran. Donc c'était, non mais en fait, il y avait une menace imminente de la part de l'Iran. C'est parce que nous savions que si l'Iran était attaqué, il nous attaquerait en retour. Donc, nous savions que si l'Iran allait être attaqué, et nous savions qu'ils allaient être attaqués. Comment ça, vous savez qu'ils allaient être attaqués ? Comment ça ? Vous alliez les attaquer ? Ou vous alliez soutenir Israël qui allait les attaquer ? Qu'est-ce que tu racontes ? Par qui ? Par vous ? Par Israël ? C'est les mêmes de toute façon. Et donc on n'allait pas rester là et absorber un coup militaire sans répondre. Donc en gros ils ont dit, on a attaqué en préventive du fait qu'on allait les attaquer. On a attaqué en préventive de leur légitime défense. Et donc c'est nous qui faisons de la légitime défense de la légitime défense. On allait les attaquer, du coup ils allaient répondre, du coup on les a attaqués pour éviter qu'ils...
C'est une folie. C'est vraiment genre, et ça c'est leur justification. C'est vraiment, ils s'en battent les couilles. The Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, ce que nous a dit le département de la défense, c'est que si on attendait qu'ils nous attaquent après qu'ils soient attaqués, du coup par vous, parce que s'ils vous attaquent généralement c'est le légitime défense. En règle générale, l'Iran ils se concentrent sur vraiment les gens qu'ils ont attaqués quoi. someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer. Genre peut-être quelqu'un d'autre en mode, si Israël les attaque et qu'après ils nous bombardent en retour, encore une fois, tu vois, genre c'est comme le truc, quand Israël avait bombardé l'Iran et avait tué un nombre de dignitaires, de dignitaires du régime, d'ingénieurs, etc., etc. Dans la réplique de l'Iran aussi avait bombardé des bases militaires états-uniennes. Mais pourquoi ? Mais parce que ces bases militaires états-uniennes sont un soutien militaire aux attaques d'Israël. Tu vois, c'est parce qu'en fait, quand Israël bombarde l'Iran, c'est avec l'aval et le soutien, notamment sur le dôme de fer, etc., etc. More casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Have we not done so? Nous sommes y allés proactivement, de façon défensive, de façon à éviter qu'ils nous attaquent. Genre, c'est vraiment en mode... C'est quoi ces films-là ? C'est Minority Report. C'est vraiment en mode, on a pris les devants au cas où ils se défendent de nous. C'est la même logique que quand ICE tire sur les gens, on a tiré au cas où. Mais c'est une logique de flic, bien sûr. On parle souvent des États-Unis comme le gendarme du monde. Mais même cette logique de flic-là, ils la mettent. C'est vraiment en mode refus d'obtempérer. Au cas où, éventuellement, tu fasses un refus d'obtempérer, je te tire direct dessus, quoi. On a été offensif dans la défense. C'est une folie. En gros, Israël a forcé la main aux US. Bon, demain, on attaque, donc si vous venez pas, vous aurez pas le temps de défendre vos bases. Alors, je me méfie des États-Unis. Je crois pas à leurs conneries. Ils n'ont pas eu besoin que Israël attaque le Venezuela pour aller capturer Maduro. Il y a deux choses. Soit il dit qu'ils avaient l'information qu'Israël allait attaquer l'Iran, et du coup, ils ont préféré se ranger du côté d'Israël au lieu de, je ne sais pas, éventuellement dire à Israël de ne pas le faire, empêcher, tu vois, genre, peut-être, genre, tu sais, mettre de leur poids pour éviter la guerre, vu qu'ils étaient en pleine négociation diplomatique, mon cul sur la commode. Donc, première option, en effet. Première option, ils ont baissé leur froc devant Israël, parce que globalement, dès qu'Israël fait un truc, ils disent oui, oui, vous inquiétez pas. Deuxième option, ils renvoient la faute à Israël, parce qu'ils savent que c'est moins coûteux pour eux de renvoyer la faute. Soit un pays que des gens détestent déjà aux États-Unis, soit un pays qui a déjà des réseaux de solidarité actifs et de propagande actifs aux États-Unis. Donc en gros, finalement, renvoyer la faute ailleurs pour déplacer le débat ailleurs au passage, rassurer une partie de la base MAGA, quoi. Et de dire non, mais c'est pas notre guerre, c'est celle d'Israël, mais du coup, on est des alliés, du coup, on les aide, parce qu'en fait, si Israël les attaque, c'est sur nous que ça va retomber, du coup, en fait, autant qu'on attaque direct, quoi. Bon, encore une fois, ces deux possibilités peuvent coexister ensemble. En vrai de vrai, elles sont pas si contradictoires les unes avec les autres. Mais voilà, encore une fois, il faut énormément se méfier envers ce que disent les États-Unis quand ils parlent de la guerre, parce que bon, on a vu ce qui s'est passé avec Maduro. Et du coup, donc voilà, et donc c'est là-dessus que Apathy commente ce qu'a dit Marco Rubio. C'est Marco Rubio, le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, qui l'a raconté lundi soir, ça fait polémique aux États-Unis depuis, à des parlementaires assermentés. Il a dit, ce sont les Israéliens qui ont décidé, et nous savions que si les Israéliens bombardaient l'Iran, tous les intérêts américains dans la région seraient bombardés par les Iraniens, et donc nous avons anticipé la réponse des Iraniens en nous alliant aux Israéliens. Est-ce que les États-Unis doivent être à la remorque d'Israël ? Et tu vois, et c'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous quand même de ce que dit Marco Rubio. Méfiez-vous quand même du prétexte facile pour renvoyer la faute à un autre pays que les gens détestent déjà et sur lesquels les gens vont faire un scandale là-dessus, pour ne pas avoir à assumer la responsabilité d'avoir soi-même lancé les hostilités, sachant qu'encore une fois, ils étaient en pleine négociation. Parce que rappel, quand on commentait ce qui se passe en Iran, on observait, et je vous soulignais le fait qu'ils étaient en train de négocier sur le fameux nucléaire iranien, qu'ils étaient en pleine négociation diplomatique et qu'ils ont rompu les négociations diplomatiques en commençant à bombarder l'Iran. Alors évidemment, on sait que historiquement, c'est beaucoup Israël qui a énormément mis de son poids pour saboter les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire, parce que voilà. Et après, encore une fois, tu vois, est-ce que c'est Israël qui sabote systématiquement les négociations et les États-Unis qui sont impuissants face au sabotage d'Israël, ou alors est-ce que c'est les États-Unis qui en réalité ne veulent absolument pas négocier avec l'Iran, prétendent négocier avec pour endormir les autorités iraniennes en attendant de trouver une bonne fenêtre d'opportunité pour les frapper. Voilà, c'est pour ça, vraiment, franchement, méfions-nous de tout ça, parce que je vois le monde où c'est aussi un prétexte facile de dire non mais c'est la faute d'Israël, on n'y peut rien. Oui bon, ok, en attendant c'est quand même vous qui avez bombardé, quoi. En plus la population états-unienne est plutôt en désaccord avec ça. Bah oui, bien sûr. Sur le stream de Calivision, on a évoqué la possibilité d'un coup de pression du Mossad sur Trump vis-à-vis du dossier Epstein pour le forcer à s'engager dans la guerre à leur côté. T'en penses quoi ? Je trouve ça peu crédible. Je pense vraiment pas que les États-Unis aient besoin de cette pression-là pour se mettre du côté d'Israël, très sincèrement. Encore une fois, Israël est une base américaine au Moyen-Orient. Donc je pense que
Il y a quelque chose à voir avec le dossier Epstein, parce qu'en attendant, tout le monde est en mode oui, c'est une distraction des dossiers Epstein, etc. Et ça permet d'occuper aussi le Congrès avec autre chose que les commissions d'enquête, etc. Mais encore une fois, tu vois, je me méfie de présenter Israël comme le grand manipulateur, etc. Pour moi, c'est des intérêts bien sentis, bien entendus, et pour moi, c'est un jeu de tango à deux, quoi. Genre, c'est pas... Voilà. Déjà, Bush voulait détruire l'action. Mais oui, mais même Netanyahou, il dit que ça fait 40 ans qu'il appelle de ses voeux le fait de bombarder l'Iran, etc. Que ça fait 40 ans qu'il attend ça, etc. etc. C'est un truc, faut pas oublier que, oui, l'Iran, c'est l'axe du mal, c'est le truc, voilà quoi. Est-ce que les intérêts des États-Unis, ce sont les intérêts d'Israël? Ou pour être plus précis, est-ce que les intérêts des États-Unis, ce sont les intérêts de Benjamin Netanyahou? Quelle différence entre Netanyahou et Israël? Vous faites pas de différence entre les mollahs et l'Iran, pourquoi vous ferez une différence entre Netanyahou et Israël? Bref. Tu vois, encore une fois, voilà, c'est pour ça que je me méfie dans Jean-Michel Apathy, qui va tout renvoyer à Netanyahou, qui va dire oh là là, est-ce que les États-Unis doivent mêler leurs intérêts à ceux d'Israël, etc. Et donc qui le prive d'une analyse de la complicité, en fait, tout simplement, de la complicité, de la convergence d'intérêts objectifs, en fait, entre les deux. Bref. Apathy est trop sioniste pour capter. Bah oui, mais parce qu'en même temps, tu ne sors pas de 2 ans et demi de génocide en Palestine et de discours pro-israéliens absolument partout dans les médias et d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour arriver à ces fins-là, en ayant une capacité d'analyse concrète des intérêts entre les États-Unis et Israël, quoi. Avertissement urgent aux habitants du sud du Liban. Les activités terroristes du Hezbollah contraignent l'armée israélienne à utiliser la force contre lui. Voilà, donc encore une fois, c'est la faute au Hezbollah si on va vous envahir. Non mais allez vous faire foutre, hein, vous n'avez pas le droit d'envahir. Il était censé y avoir une force d'interposition des Nations Unies. Vous êtes ramenés avec des tanks et vous avez défoncé leur base. Vous avez genre limite fait la guerre aux casques bleus qui sont censés garder la paix, etc. Genre, vous êtes les putains d'agresseurs. Arrêtez de faire genre, oh, c'est la faute du Hezbollah. Peut-être que si vous n'aviez pas commencé à coloniser le sud du Liban, le Hezbollah, il serait pas aussi... Bref, toujours le bon vieux everything is Hamas. Oui, c'est ça, everything is Hamas. Et quand il s'agit de coloniser le Liban, c'est everything is Hezbollah, quoi. Genre bon. Après, le truc de Messi, parce qu'en fait, le Hezbollah, ils sont soutenus par l'Iran. Parce que, ok, d'accord, so what? Ça reste un pays souverain, en fait, genre stop. Non à la guerre. Les puissances impliquées dans ce conflit doivent immédiatement cesser les hostilités et s'engager dans le dialogue et la diplomatie. Et nous... Pourquoi l'Espagne, ils font tous les trucs bien, et nous, on a Macron qui dit « Je veux être le chef de guerre de l'Europe. Je veux faire la guerre, car je me sens jamais aussi puissant et je bande beaucoup quand je vois des militaires. » En plus, c'est les socialistes espagnols, hein, c'est même pas les gauchistes, etc. C'est plus bon, voilà, tu vois. Mais genre, Nous autres devons agir de manière cohérente et défendre les mêmes valeurs que celles que nous défendons en ce qui concerne l'Ukraine, Gaza, le Venezuela ou le Groenland. Ça fait du bien un dirigeant invertébré, mais oui, de fou. Quelqu'un qui a encore droit dans ses bottes, quoi. Encore une fois, on peut avoir des désaccords sur sa politique intérieure, sur le fait qu'il va pas assez loin dans la politique de gauche, des trucs comme ça et tout, mais putain, ça fait du bien que sur la Palestine, sur l'Iran, etc., il ait au moins gardé une ligne pas trop dégueu, quoi. Genre, bref. Oui, puis il dit pas des folies, hein, il dit juste cesser le feu dans la guerre, tu vois. Alors c'est vraiment le minimum, mais bon, à ce stade, le minimum, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.